au Forum des métiers organisé par le SNE, dans la scène Les coulisses de l'édition. Je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site d'information sur le livre et la high-tech, idebooks.com, et je suis aussi consultante pour la chaîne du livre en communication et marketing. Avant de vous présenter vos invités, je vais un petit peu poser le décor. Et on va parler aujourd'hui du lancement de collections dans une maison d'édition qui est une grande aventure éditoriale. Donc c'est toujours un grand moment qui fait appel à diverses compétences, à divers métiers au sein d'une maison d'édition. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille Sarah Rigaud, qui est directrice éditoriale, Marguerite Mignon-Quibel, qui est directrice commerciale et du développement. Donc toutes les deux, vous êtes aux éditions Les Escales. Et puis Claire Dossoro, qui est juste à côté de moi, qui est directrice littéraire au Nil, aux éditions Robert Laffont. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec Sarah. De quelle collection on va parler aujourd'hui, puisque je crois que vous lancez une toute nouvelle collection, et pourquoi vous avez décidé de lancer ces nouveaux livres, et de quoi traite la collection, à qui elle s'adresse? Bonjour à tous. Oui, donc aujourd'hui on est là pour parler d'une nouvelle collection qui s'appelle Les Escales Récits. En fait, avant de parler de la collection, je vais vous présenter très rapidement la maison d'édition Les Escales. On a été créé en 2012 et l'idée c'était de faire voyager les lecteurs à travers le monde et aussi à travers les genres littéraires. Donc on s'est d'abord consacré à la fiction pendant 5 ans. Après on a ouvert notre domaine au domaine français et puis on a décidé de nous ouvrir à ce qui s'appelle la non-fiction, les récits, cette année. Et pour nous, en fait, c'est vraiment un prolongement des romans qu'on publie, puisque dans les romans qu'on publie, on veut apprendre au lecteur à voir le monde un petit peu autrement, à se mettre à la place de personnes qui ont des expériences différentes des nôtres, comme par exemple les lépreux ostracisés dans l'île des oubliés de Victoria Hislop, le Beyrouth en guerre des vies de papier de Rabi El-Hamédine. Et donc, on a voulu prolonger ça avec des récits personnels et qui se lisent comme des romans, mais dans lesquels tout est vrai. Très bien. Et vous vous adressez à quel type de public ? Pour nous, c'est vraiment en fait les lecteurs de nos romans, et puis évidemment aussi potentiellement découvrir d'autres lecteurs qui ne sont pas forcément lecteurs de nos romans. Très bien. Alors Claire, vous aussi vous lancez, ou vous relancez, si j'ai bien compris, une collection. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu ce que vous avez prévu au niveau du programme éditorial ? Bien sûr, bonjour. Alors, Nil, c'est une maison d'édition qui a été créée par Nicole Lattès il y a 25 ans, en fait, nos 25 ans cette année. Vous trouverez des jolis petits programmes, si jamais, sur le stand de Robert Laffont Nil. C'est une maison qui a connu de très jolis succès côté fiction étrangère, notamment avec des auteurs comme Annie Barrows, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, Mark Hayden, Alice Sebold. Et c'était une maison qui a toujours eu à cœur de partager des auteurs avec un univers romanesque assez décalé, du côté de l'humour, du côté de l'onirisme, mais avec cette capacité à séduire un large public. Et il y a 1 an, quand je suis arrivée, on m'a proposé de relancer cette très jolie maison collection au sein de Robert Laffont. Et donc la réflexion première était justement de se poser la question de son identité, puisque c'était pas la création d'une collection, mais la relance d'une collection maison déjà existante. Et donc j'ai tenté vraiment de m'interroger sur ce que cet esprit Nil était, au-delà du métaphore du voyage. Et donc pour moi, ce qui est vraiment ressorti, c'était son côté impertinent et cette capacité à publier des auteurs aux voix très différentes, très incarnées, mais qui sont capables de séduire un public assez large. Et donc tout ça a commencé avec la création d'une nouvelle maquette éditoriale que vous pouvez voir ici par exemple. On a beaucoup travaillé à l'identité visuelle, puisque en 25 ans, bien évidemment, la maison avait été complètement avait connu des identités visuelles très différentes. Et éditorialement, l'idée c'est de se concentrer sur une dizaine de titres par an, français et étrangers, et d'avoir ces voix assez impertinentes et cosmopolites, avec des auteurs américains, anglais, espagnols, italiens, indiens, et des jeunes auteurs français, de donner la voix plutôt à des primo-romanciers, et aussi bien évidemment de continuer à accueillir les voix qui ont fait le succès de Nil, comme Mark Hayden et d'autres.
Alors justement, Sarah, quand on lance une nouvelle collection, combien de livres on lance au départ? Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire je lance une collection peut-être avec un seul livre. Donc combien vous en avez lancé stratégiquement? Alors, pour les escales récits, on publie 3 titres cette année. Et en fait, aux escales, on a une production extrêmement raisonnée. On publie 25 titres par an, tout compris, entre le domaine étranger, le domaine français et les récits. Donc, on se concentre sur 3 titres. Ok. Et vous, Claire, vous êtes sur quel planning éditorial là, sur le relancement, on va dire, et puis sur la suite? Alors quand on a relancé, c'était en mai dernier. Ouais. On en a fait, tout d'abord, c'était en mai, donc qui est une date un peu étrange pour relancer une collection, mais en même temps c'était avant l'été. Donc on a publié volontairement 2 titres sur le même office. Un roman français, un roman étranger, pour justement bien indiquer que la maison repartait sur ces 2 territoires. Et voilà, on se concentre vraiment sur une dizaine de titres par an côté fiction, 3-4 côté non-fiction. Où c'est Dorothée Cuneo et Aurélie Oisan qui s'occupent de la non-fiction chez Nil. Voilà, donc une dizaine de titres avec cette idée justement de pouvoir défendre chaque titre et d'avoir des univers singuliers et différents qui ne viennent pas en compétition les uns avec les autres. D'accord. Alors Marguerite, combien de temps pour créer une collection? Ça mobilise beaucoup. Enfin, je pense que c'est assez chronophage au sein de la maison parce que c'est un gros projet. Combien de temps? Le temps de la gestation, de la réflexion et puis de la mise en route? Alors d'abord, nous, c'est une collection de littérature et de non-fiction d'achat étranger. Donc il y a d'abord, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet du lancement et de la communication autour de ce lancement-là, il y a évidemment toute la réflexion de Sarah sur les manuscrits qu'elle reçoit en lecture, la réflexion de l'achat, évidemment, ensuite toute la phase de traduction, etc. Donc ça, je mets ça à part. Et ensuite, nous, on a l'habitude aux escales de préparer beaucoup de matériel de promotion, de communication, toutes nos couvertures, tous les argumentaires, tous les résumés de nos livres avec énormément d'avance pour justement permettre aux libraires, aux journalistes, à tous ces maillons en fait entre nous et les lecteurs, de commencer à travailler sur nos titres. Donc on a effectivement lancé notre premier titre en janvier dernier et on a commencé à en parler à l'été dernier, plus ou moins à la rentrée, avec des programmes comme ceux-là par exemple, qui montrent les couvertures des titres à venir et évidemment tous les résumés des livres, les biographies des auteurs, tous les éléments qui peuvent être utiles pour les libraires et pour la presse. Donc c'est, je dirais, environ 9 mois sur la partie vraiment, une fois qu'on a le programme éditorial, disons. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc 9 mois de travail. Et de votre côté, vu qu'on est sur quelque chose plutôt d'atypique, sur le relancement d'une collection, et que vous êtes arrivé il y a 1 an, d'après ce que vous nous avez dit, ça vous a pris combien de temps pour monter tout ça? Combien d'heures de travail? Combien de nuits? Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que je suis arrivée en janvier dernier, donc on avait décidé de relancer la collection en mai. Bien évidemment, j'ai commencé un petit peu avant mon arrivée, sinon ça n'aurait pas vraiment été très possible. Et en réalité, c'est un peu la même stratégie, c'est-à-dire que on relançait en mai. Les épreuves étaient prêtes, je dirais, début mars, avec la nouvelle charte graphique, avec des documents de promotion, de présentation. Il y a aussi beaucoup eu un travail en librairie, d'aller voir les libraires, de communiquer, de discuter, parce que Nil, pour beaucoup de libraires, symbolisait une maison qui avait eu de très jolis succès, il y a un certain temps, mais plus forcément récemment, et on n'identifie plus très bien la maison. Donc je pense que l'enjeu, c'était vraiment d'attirer leur attention et de les faire lire surtout. Et d'où aussi vraiment l'importance d'avoir en effet ces épreuves quadrilles pour montrer et la nouvelle charte et leur capacité à s'en emparer. Et une jeune auteure française, Maud Miami, qui était une ancienne libraire. Donc je dois dire que en termes de personnalité, c'était chouette parce qu'elle a eu envie de faire beaucoup de festivals. Donc on a beaucoup tourné en France ensemble pour parler de la collection. Et un roman anglais, F. Chase, qui a eu des jolis aussi coups de cœur en librairie. Donc je pense qu'au début, c'est vraiment passé de notre côté par la communication près des libraires, évidemment la presse, mais c'est vraiment du côté des libraires qu'on s'est appuyé pour indiquer que la collection repartait et les faire lire, tout simplement. D'accord. Donc le lancement de la collection, je vous laisse la parole à toutes les trois. Le lancement d'une collection, ça fait appel à combien de types de métiers finalement? Qui intervient?
Alors d'abord, dans une maison, vraiment absolument tous les métiers, donc évidemment l'éditorial et le commercial marketing, la relation libraire, comme disait Claire, qui est vraiment effectivement très importante, qui prend de plus en plus d'importance et qui, en l'occurrence, pour faire connaître une nouvelle collection parmi l'immensité de l'offre éditoriale, est évidemment absolument incontournable. Et puis évidemment la direction artistique, qui est absolument incontournable, en particulier dans notre cas. La question s'est vraiment posée sur le positionnement graphique, puisque nous, on est connus pour des romans, pour de la fiction. On a d'ailleurs une charte graphique qui est extrêmement remarquée, plutôt en bien, et qui est vraiment qui nous identifie en fait, qu'on incarne vraiment avec des visuels absolument plein pot comme ça sur une couverture. Et donc se posait la question de notre positionnement. À la fois, c'était de la non-fiction, donc c'était important de marquer la différence par rapport à nos romans. Et à la fois, nos lecteurs, nos libraires nous connaissent comme des éditeurs de fiction, donc on n'était pas sûr d'être prêt à se lancer comme éditeur de documents avec toute la charte graphique des documents qui est vraiment extrêmement différente. Donc on a beaucoup travaillé pour arriver à ce qu'on a considéré comme un bon juste milieu, un bon compromis qui était à la fois du visuel et en même temps une différence avec le motif en fait qui n'est pas exactement un visuel figuratif, disons. Et c'est ça qui nous a emmenés ensuite vers la partie de la littérature. Okay. Voilà, et donc évidemment ensuite tous les métiers habituels de contrôle de gestion, etc. d'une maison, puisque ça compte aussi ces questions-là. Et ensuite on travaille comme d'habitude avec nos représentants, avec nos libraires, avec nos attachés de presse, avec les journalistes, avec les influenceurs. Ensuite on reprend les rails habituels. Donc globalement, à peu près 8-9 métiers de ce que j'ai décompté dans ce que vous avez annoncé. Je n'ai jamais fait ce compte, mais sans doute vous avez raison. Oui. Moi, je voulais aussi ajouter les cessions de droits, qui sont très importantes, parce que c'est vrai que c'est toujours important pour un éditeur en grand format d'avoir un partenaire en poche. Et par exemple, le titre que Marguerite vous a présenté, La fille au sourire de perles, qu'on a publié en janvier, sera publié en janvier prochain chez Pocket en poche. D'accord. Claire, vous vouliez rajouter sur les métiers qui interviennent, ou elles ont tout dit? Peut-être on a moins mentionné le marketing aussi, qui est important, notamment pour tous les outils de communication purs avec lesquels on travaille. On va y rentrer plus. Ouais. Et aussi tout le travail qui est fait sur les réseaux sociaux, parce que maintenant je pense que c'est aussi un élément très important pour communiquer auprès d'un public plus jeune. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on a réfléchi le projet Nil, avec cette pertinence de la petite sœur au sein de la grande sœur, qui est Robert Laffont, et aussi de tenter de capter un public plus jeune, avec la publication aussi d'auteurs comme Rupi Kaur, cette jeune poétesse d'origine pakistanaise, canadienne, et qui est un petit phénomène d'édition assez féministe notamment, qui sort le 21 mars. Et je pense en effet, et le poche qui est très important, puisque dans un cas comme celui de Rupi Kaur, les éditions Pocket ont acheté le précédent titre, La Miel, et on va le publier en même temps, de telle sorte à justement allier nos forces éditoriales d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de la visibilité en librairie. Donc en effet, je pense que c'est vraiment aussi très important, les sessions et notre capacité à travailler avec nos partenaires poche. Alors vous me faites une transition absolument formidable, justement. Quand on lance une nouvelle collection, il faut, après ce travail que vous avez décrit, qui est très en amont finalement, il faut pouvoir la faire connaître, comme on dit en marketing / communication. Donc comment on fait connaître à un large public, vu que vous vous adressez à un large public et pas à un public très spécialisé sur un sujet de niche? Comment on fait pour installer la communication? Vous avez commencé à l'aborder. Ce serait bien d'avoir un petit peu plus de détails. Alors effectivement, c'est le fait de faire connaître nos auteurs, nos parutions, c'est un temps très important de notre métier, et on le divise, nous, en général, en plusieurs temps, c'est-à-dire plusieurs publics différents auxquels on s'adresse. Le premier temps, c'est toujours évidemment le public des libraires, puisque c'est ceux qui vont travailler en premier. Ce public-là, on le travaille évidemment via nos représentants, et grâce à des éléments dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est donc évidemment ces livrets de présentation qui décrivent un petit peu
vraiment en détail nos titres, nos couvertures, les biographies de nos auteurs, etc. Et la préparation d'épreuves pour faire lire nos représentants qui portent la bonne parole sur le terrain, et évidemment faire lire nos libraires aussi. Donc ça, c'est vraiment un temps qui est déjà du marketing et qui est vraiment extrêmement important et qui se place environ 5 mois avant la parution du livre, au moment des réunions, des cycles commerciaux, des réunions de représentants. Ensuite, il y a évidemment un deuxième temps qui est le temps de la presse traditionnelle et des médias sociaux dont on parlait tout à l'heure, des influenceurs. Les blogs aussi, vous touchez les blogs? Les blogs, bien sûr. Oui. Dans les influenceurs, effectivement, je regroupe un petit peu à la fois les réseaux sociaux et les blogueurs qui sont aujourd'hui vraiment des prescripteurs très très importants et de plus en plus spécialisés. Donc ce public-là, ce deuxième temps, on le touche grâce à des communiqués de presse. Donc d'abord au travail d'une agence de presse, d'un attaché de presse, qui diffuse des communiqués de presse à ces interlocuteurs-là. Et ce moment-là peut être encore plus fort quand on fait venir, par exemple, les auteurs. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour le lancement de La fille au sourire de perles. L'auteur est rwandaise et vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Et elle est venue passer une semaine en France et notre attachée de presse lui a fait rencontrer énormément de journalistes, énormément de blogueurs. Elle a fait des plateaux télé, des interviews radio, des papiers de presse, etc. Tout ça est le deuxième temps et commence à préparer le moment T, qui est le moment du lancement. Et à ce moment-là, on arrive à notre troisième temps, qui est le moment où on parle enfin au grand public. Et en fait, tous ensemble, les libraires, les journalistes, les influenceurs et nous, on va, le jour du lancement, le 10 janvier en l'occurrence, parler au grand public. Ça passe évidemment par de la publicité, de la promotion. Ça peut être de la publicité traditionnelle un petit peu dans les médias. Ça peut être aussi des sponsorisations de posts sur les réseaux sociaux pour vraiment essayer de toucher de plus en plus de monde. Il y a pas mal de formes de publicité payantes, évidemment, donc des encarts dans la presse, des campagnes radio, il y a vraiment énormément de possibilités. Et puis il y a aussi de l'événementiel. On avait par exemple au moment de la venue de cet auteur prévu de faire un grand événement à l'ambassade des États-Unis qui nous recevait pour recevoir les journalistes, des jeunes issus d'associations auxquelles elle parle de façon très proche. Alors c'est tombé au moment du shutdown américain. Dommage. Donc on a eu la chance d'être relocalisé à la Fondation des États-Unis à la Cité U. Donc c'était quand même plutôt un très beau moment. Donc voilà, tout ça sont des éléments de marketing, de promotion qui permettent de faire parler de notre livre avec la plus grande voix possible. D'accord. Claire aussi, c'est à peu près la même stratégie qui a été mise en place. Je sais que c'est pas votre parti, mais globalement, vous avez suivi forcément. Ouais. Oui, c'est exactement, tout à fait. Enfin, c'est vraiment, je pense, comme ça, en effet, qu'on lance ou qu'on relance une collection ou une maison d'édition. Après, je pense qu'il y a aussi, au-delà du marketing, cette capacité à incarner quelque chose aussi. C'est pour ça que je parlais de l'importance de l'auteur et d'une personnalité. Et en effet, dans le cas d'un auteur étranger, de l'importance de le faire venir pour qu'il puisse rencontrer très en amont ses lecteurs. C'est ce qu'on a fait, nous, récemment avec le roman de Christina Dalcher, Vox, où l'auteur est venu mi-février en France, puis au Salon du Livre de Bruxelles, où le livre a paru en Belgique en avant-première. On s'est amusé à organiser un apéritif dystopique avec des libraires. Alors au début, par exemple, pour vous montrer aussi que c'est très artisanal. On fait, c'est vrai, là beaucoup de détails de notre stratégie, mais ça reste aussi un métier qui est en fait souvent très artisanal. Donc moi, j'avais envie de faire un apéritif dans un speakeasy. J'avais fait une espèce de stratégie parce que je trouvais ça drôle et que ça accompagnait bien le livre. Bon, finalement, pour des questions et de budget et de complexité, parce que le principe du speakeasy, c'est quand même que justement, on ait du mal à le trouver. On a organisé ça dans un bar classique avec du pâté et du vin rouge. Et les libraires étaient très contents et l'auteur aussi. Mais c'est comme ça qu'on a communiqué pour les faire venir. On a fait des affiches, on a fait des badges, on a évidemment envoyé les livres très en amont. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'artisanal et de l'humain. C'est aussi notre capacité à être nous-mêmes d'abord très convaincus d'un projet et ensuite avec l'ensemble de l'équipe dans la maison, de convaincre déjà dans la maison aussi de l'importance d'un projet et puis après plus globalement d'associer l'ensemble de nos forces, marketing, commercial, communication, presse, pour essayer vraiment de faire décoller le projet auquel on croit très fort au début. Alors les retombées
Ça donne quoi? Une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce qu'on se dit, bon, on a fait une bonne campagne, ou alors on se dit, oh là là, il y a encore du travail parce qu'on a peut-être loupé certains médias, certains influenceurs, certains blogueurs? Alors, il y a toujours du travail, évidemment. Malgré tout, nous, on a pour l'instant un historique du lancement de La fille au sourire de perles. On a 2 autres titres dont peut-être Sarah nous parlera après à venir dans cette collection. Aujourd'hui, on est très heureux, en tout cas, on considère que c'est un grand succès en termes de lancement, en termes de couverture presse, du fait que cette collection, qui a à peine 2 mois, est aujourd'hui rentrée déjà sur les tables des libraires, évidemment, dans énormément de médias. Et puis que les libraires à qui on parle, les journalistes à qui on parle, nos représentants évidemment, et quand même un vrai succès en termes de chiffres aussi, hein, puisque c'est malgré tout important. Cette collection existe et les escales récits aujourd'hui existent, alors que c'est très récent et qu'on est une petite goutte parmi l'immensité de l'édition. Et de ce point de vue-là, on considère effectivement que c'est une réussite. D'accord. Alors, on appelle ça une grande aventure ou une aventure éditoriale. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le personnel et dire quelles ont été vos meilleures expériences ou alors vos cauchemars les plus terribles au moment du travail sur le lancement de ces collections? Je pense qu'en fait, je pense que Claire sera d'accord avec moi. La première et la meilleure chose, c'est la réaction qu'on a quand on lit un titre qui nous plaît et qu'on a envie de publier et qu'on a envie de défendre. Et ça, c'est complètement, c'est extrêmement fort. En fait, on a le même lien que quelqu'un qui lit un livre aura quand il aime un livre. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est totalement, c'est énorme. Et je pense que ça, rien ne peut le remplacer. Et qu'est-ce qui est dur? Je sais pas. Rien n'est dur. En fait, on est beaucoup aussi à travailler ensemble, donc je pense qu'on s'épaule tous. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Vous vous coordonnez en fait. Vraiment, oui. Oui, comme vous voulez. Allez-y. Oui, Claire. Je pense que ce qui est dur, c'est quand en effet, on a tous œuvré pour un projet et que pour X raisons, évidemment, il ne se vend pas et c'est pas qu'une question de budget, bien sûr, pure par rapport au fait qu'une maison d'édition est aussi une entreprise. C'est par rapport au fait qu'on se dit mince, voilà, j'y ai cru et plein de gens dans la maison ont cru, on a tous travaillé ensemble et malheureusement il n'a pas trouvé son public et ça, c'est toujours quand même je pense une expérience qui est toujours assez difficile pour l'éditeur et pour l'ensemble de la maison quand on a cru en un projet et qu'il ne performe pas ou il ne trouve pas ses lecteurs. Et le meilleur moment, meilleur moment. Je suis complètement d'accord avec Sarah, le meilleur moment c'est quand même quand on ouvre un texte et qu'on se retrouve complètement passionné et qu'on réfléchit à comment on voudrait le publier, quand et qui le traduirait si c'est le cas d'un manuscrit étranger et quelle offre on va faire et comment convaincre les gens de nous laisser le faire. Et je pense que c'est quand même le moment d'excitation absolue qui rejoint aussi le moment d'excitation du jour de la sortie où on va en librairie et qu'on le voit enfin sur les tables de librairie. Pour vous, Marguerite, les meilleurs et les pires? Alors, je suis assez d'accord, je trouve qu'il n'y a pas tellement de mauvais moments. Il y a un peu, moi je trouve, un moment d'angoisse qui est le jour où le bébé naît, en fait, le jour de la parution, quand ça fait des mois, comme on vient d'en parler pendant quelques minutes, que tout le monde travaille ensemble dans un vrai artisanat pour lancer cette nouvelle collection. Et puis tout d'un coup, ça y est, il ne nous appartient plus, il est lancé et on attend le moment où il va atterrir et atterrir bien. Et en l'occurrence, nous, on est plutôt contents de la façon dont il a atterri. Et après, dans les bons moments, moi, il y en a un, en tout cas, un souvenir que j'ai sur cette collection-là qui reste vraiment un moment génial, qui est l'illustration aussi de à quel point, dans une maison d'édition, tous les maillons de la chaîne travaillent ensemble dans le même but et c'est le jour où, après ce texte que Sarah avait aimé, que Sarah avait acheté, dont elle avait parlé à notre directeur artistique, on avait tous travaillé ensemble pour essayer de préparer les éléments, etc. Puis tout d'un coup, on reçoit la proposition de couverture et en fait, c'est ça. C'est exactement ça, ça illustre exactement ce qu'on veut faire, comment on veut se positionner, ce qu'on veut dire, à la fois l'image de la maison, le côté jeune, moderne et en même temps vraiment qualitatif. Tout s'est mis ensemble
Et ça, je trouve que c'est un beau moment de communion de ces métiers de l'édition qui ne peuvent travailler les uns sans les autres. Ça reste en tout cas un très bon souvenir. Sarah, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis complètement d'accord avec Marguerite. C'est bien. Vous avez ressenti les mêmes choses au même moment et c'est vrai qu'on a l'impression quand on vous entend parler de la collection que ce sont un peu vos bébés. Donc à partir de là, il faut les chouchouter, il faut les coucouner pour justement les amener le mieux possible au lecteur final qui finalement, eux, trancheront pour dire oui, j'aime ou je n'aime pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est stratégique et que je sais et je pense que c'est des moments qui sont quand même très forts dans une carrière. Hein. Alors justement, on parlait, certaines d'entre vous ont lâché le mot budget et aussi stratégie de communication, contacter les médias, faire venir des auteurs de l'étranger. Donc est-ce que ça coûte cher de lancer une maison d'édition sans dévoiler toutes vos finances? Mais est-ce que vous pouvez justement en parler en transparence et nous dire un petit peu quel budget? Est-ce que c'est quelque chose de très important dans une maison ou ça rentre dans les fonds communs, on va dire, du développement? Ben moi, je pense que tout dépend. En fait, il n'y a pas de budget type. Je pense que Marguerite est d'accord avec moi. Tout dépend du livre qu'on publie, puisque les droits d'acquisition, c'est pas forcément les mêmes. Donc ça peut être, on peut payer très cher, on peut payer pas cher. Il y a aussi les droits de traduction. Donc en fait, tout ça, c'est assez fluctuant. Et il n'y a pas vraiment de budget type. Ça dépend vraiment du livre et c'est très singulier pour chacun. Et ça, exactement, donc ça varie vraiment sur une échelle de 0 à 100 en fait, donc c'est difficile d'avoir une linéarité. En revanche, il y a à partir du moment où c'est un gros enjeu, parce que les droits d'acquisition ont été un peu élevés, parce que c'est un livre qui était un peu long et qu'il a fallu traduire de façon plus chère, etc., ça devient un gros enjeu pour la maison. Donc de fait, on l'accompagne par un budget plus important qui permettra d'en faire un événement et qu'il ait un succès en termes de vente à la hauteur des ambitions. Donc effectivement, tous ces budgets vont ensemble en fait, mais la première étape, c'est les droits d'acquisition du livre, évidemment. D'accord. Et pour donner un ordre d'idée, une enveloppe à peu près, une fourchette, je sais pas, ça coûte 10 000, 50 000, 100 000 euros au global pour lancer une collection. C'est vraiment difficile à dire c'est comme budget difficile. parce qu'effectivement, non mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec le livre en question. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de budgets qui sont des budgets annuels, qui sont, je pense par exemple à l'attaché de presse, qui sont des budgets évidemment très importants dans le lancement d'une collection, mais qui de toute façon s'étendent sur toute l'année, sur tous les titres de la maison. Donc c'est difficile d'avoir une réponse, je trouve, vraiment chiffrée. D'accord. Claire, de votre côté? Oui, c'est la même chose. Après, quand on lance ou relance une collection ou une maison, on investit dans ce qu'on disait, des documents spécifiques, une promotion, peut-être un peu plus de publicité ponctuellement, mais comme généralement, déjà, c'est étalé sur plusieurs titres, c'est très compliqué. C'est pas forcément un budget précis d'enveloppe par titre, c'est aussi un budget global et ensuite défini en effet en fonction d'enjeux, de tirage, voilà, mais il n'y a pas de, je suis d'accord, on ne peut pas préciser un budget vraiment général dans le cadre de la relance d'une collection. Alors, comment vous définissez le succès d'une collection ? Une fois qu'elle a été lancée, que toutes les OP marketing ont été faites, la com, qu'on a les auteurs, le bon graphisme, comment on définit le succès d'une collection ? Déjà, je suppose qu'on ne peut pas le définir au lancement du premier ou des deux premiers titres. Donc, comment ça se passe dans le temps et comment vous arrivez à définir le succès de la collection ? Je pense que pour définir le succès de la collection Les Escales Récits, c'est un petit peu tôt parce qu'on a publié un seul titre, même si, comme Marguerite le disait, on est extrêmement content. Alors du coup, je vais ouvrir et parler des escales, les escales. Et pour moi, je pense qu'on peut définir le succès des escales parce que c'est une maison qui est reconnue. En fait,
comme disait Marguerite, on a une charte graphique qui est très identifiée. Nos romans ont une ligne assez claire. Et je pense que nos lecteurs et les libraires savent que quand ils ouvrent un livre des Escales, ils savent ce qu'ils vont trouver. On peut quand même les surprendre, mais il y a quelque chose... ils savent ce qu'ils vont avoir. Et pour moi, c'est ça, le succès de la maison. D'accord. Marguerite? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le fait que les Escales, qui est quand même une jeune maison, qui a 7 ans, soit aujourd'hui une maison qui existe vraiment, à la fois pour les libraires, à la fois pour les journalistes et aussi pour les lecteurs. Et puis évidemment, après, il y a des moments de grâce qui participent du succès d'une maison, d'une collection. Il y a évidemment les prix. Les Escales ont reçu le prix féminin étranger il y a 2 ans pour un roman. Ça, ce sont des grands moments, justement. Ça, évidemment, c'est des immenses moments. Il y a évidemment les ventes. Voilà, qui sont un élément quantitatif, disons, qu'on peut mesurer du succès. Et puis, il y a la présence de nos livres, de nos auteurs dans les médias, à la fois les médias traditionnels et les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ce sont des éléments de succès et qui, petit à petit, viennent se mettre dans un panier qui grossit petit à petit pour faire vraiment le succès d'une maison en général. Ouais. Et vous, comment vous le mesurez de votre expérience, même si... Oui, parce que du coup, nous, ça fait pas encore 1 an, puisque on a relancé Nil en mai. Je pense que on peut quand même parler de visibilité aussi, c'est-à-dire cette capacité des livres à exister en librairie, à être partagés par les lecteurs, les coups de cœur, en effet la réception par la presse, et évidemment, je vais être redondante, mais les ventes et la capacité d'un livre à rencontrer son public. Moi je pense que là c'est encore évidemment assez tôt pour parler de succès intégral. Après, ce qui est chouette, c'est de voir vraiment que la maison revit et qu'il y a aussi toute une nouvelle génération de lecteurs et un lectorat qui se rajeunit. Je pense que Nil avait un lectorat un peu plus âgé et que là, c'est aussi très agréable d'aller en librairie ou en festival littéraire et de voir de jeunes lecteurs s'emparer des projets. Et en ce sens, voilà, on peut parler d'un succès assez jeune, mais voilà. Un début de succès. Un début de succès, c'est déjà bien. C'est déjà même très bien. Alors, on va aborder notre dernier point, puis après on laissera un temps pour les questions, s'il y en a dans la salle. Vous avez chacune des compétences différentes, des métiers différents. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait occuper un poste similaire au vôtre dans une maison d'édition? Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune qui voudrait se lancer? Je pense qu'il faut être curieux, être travailleur et ne pas perdre espoir. Parce que c'est quand même très difficile. Et au niveau de la formation en amont? Non, je voulais parler plutôt de rentrer dans l'édition. En fait, en général, tout le monde commence par des stages, des remplacements, des choses comme ça. Avant d'atteindre finalement un CDI, ça met un petit moment. Marguerite. Donc, je pense que être curieux, ça vaut aussi exactement au moment des études, puisque donc pour ma part, donc je fais un métier commercial marketing, donc je suis issue plutôt d'une formation généraliste de commerce. C'est pas très fréquent d'avoir envie de travailler dans l'édition issue de ces formations-là, donc la curiosité est un élément sans doute qui peut participer. Et puis ensuite, effectivement, je pense qu'il n'y a que les stages qui permettent de comprendre vraiment ce métier qui est si artisanal en fait qu'il ne s'apprend pas tellement, je trouve, dans la formation, et qu'il ne s'apprend que à se mesurer à l'expérience vraiment pendant les stages. Et à vous écouter, ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu du sur-mesure, en fait. C'est qu'on n'est pas sur un modèle établi en disant, bon, allez, voilà, on lance ce bouquin, on lance cette collection, et finalement, j'applique la même méthode à chaque fois. En fait, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement fin et qui se cisèle. Vraiment de la dentelle, exactement. C'est ça, voilà. Oui. Alors, quel conseil vous donneriez, Claire? Je pense que tout d'abord de lire, de beaucoup lire. C'est ce que je voulais entendre. Parce que c'est vrai que voilà, je pense que c'est évidemment la première chose, d'être passionné. Je pense que c'est un métier, en effet, parfois en dents de scie, parfois compliqué, et où on peut avoir parfois des déceptions. Et c'est vraiment important d'être profondément passionné. Et je dirais aussi un peu têtu.
de s'obstiner un peu parfois, parce que parfois on le voit, c'est au bout du 2e ou du 3e ou du 4e roman qu'un auteur va rencontrer un succès, et je pense qu'il faut y croire et être toujours voilà, enthousiaste, passionné, et lire encore et toujours le plus possible. C'est compliqué de rentrer dans une maison d'édition aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un long chemin. Je ne sais pas trop, mais oui, je pense que c'est un long chemin. C'est un long chemin parce que il faut aussi un petit peu de temps, je pense, avant de trouver la maison dans laquelle on éclora. C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment de la dentelle et du sur-mesure, et à partir de ce moment-là, c'est tellement lié aux gens avec lesquels on travaille, aux gens qui font la maison, et pour les métiers qui ne sont pas des métiers d'éditeurs, aux éditeurs qui sont dans ces maisons-là et qui emmènent ces maisons dans leur voie à eux, que ce temps-là, il est un peu important. Oui. Vous vouliez compléter ? Non, je pense que tout est dit, Claire. Tout est dit. On va passer aux questions. Est-ce que certaines personnes auraient des questions dans la salle par rapport à cette grande aventure éditoriale de lancement d'une collection ? Oui, je vais me lever. Je pense qu'il n'y a personne pour le... Je vais venir vers vous. Oui, alors je me posais surtout une question à propos de la relation entre la maison d'édition et les auteurs. Ça a été abordé à quelques reprises, que c'était les maisons d'édition qui découvraient les livres dans la nouvelle collection. Mais est-ce qu'il y a aussi des mouvements de la part des auteurs en direction des maisons d'édition à l'orée d'une nouvelle collection, ou est-ce que c'est vraiment uniquement les maisons d'édition qui vont dans la direction des auteurs ? Non, je pense qu'on est très souvent contacté par des auteurs qui souhaitent être publiés dans nos maisons, et on reçoit énormément de manuscrits de leur part. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que justement, quand on parlait d'un conseil qui était de lire, c'est aussi justement pour les auteurs qui ont envie d'être publiés, d'identifier les lignes éditoriales des maisons et d'envoyer aux bonnes maisons. Donc parfois, on reçoit des manuscrits qui sont envoyés à tout un tas de maisons différentes, et parfois de lecteurs qui ont lu des livres de la collection et qui ont envie d'en faire partie. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Elles ont tout dit, elles ont été transparentes, oui ? Bonjour. Je voulais savoir à partir de quel moment on arrive à totalement identifier la collection en dehors des livres. C'est-à-dire, est-ce que vous parvenez à faire de la promotion de la collection en elle-même, ou il faut toujours passer à travers les livres, à travers les titres de la collection ? Je pense que ça ne passe quasiment que par les titres. En fait, plus que par... Enfin, j'ai l'impression... Là, on parle depuis tout à l'heure, effectivement, du lancement d'une collection, mais à chaque fois qu'on a donné un petit peu des détails, etc., on a toujours pris l'exemple d'un livre, parce qu'un livre et son auteur sont les deux éléments qui nous emmènent vers... qui nous donnent le contenu, en fait, de la promotion, de ce qu'on va apporter comme parole auprès donc, des libraires, des journalistes, des lecteurs. Donc, dans notre cas, en tout cas, je pense qu'en littérature générale, c'est assez rare de faire une promotion d'une collection de manière générale, à moins qu'on soit dans des cas un peu particuliers de collections anciennes et très identifiées. Je pense par exemple à la collection des dictionnaires amoureux, ou éventuellement à la collection bouquins chez Robert Laffont, mais en tout cas dans des lancements de collections comme c'est notre cas à tous, on parle plutôt d'un livre et de son auteur, en espérant qu'un jour on parlera de la collection des escales récits comme des dictionnaires amoureux. Après, je pense qu'on peut par contre évidemment travailler à la cohérence éditoriale et graphique, et évidemment communiquer autour d'une maison ou collection en faisant en sorte qu'il y ait vraiment une identité. C'est-à-dire que, comme on parlait de votre charte graphique qui est très identifiée, et de celle de Neil qui j'espère le sera très prochainement, c'est vrai que l'idée c'est aussi de se dire voilà, on a aimé tel livre, on voit un autre livre de la même collection, et de créer un effet comme ça je dirais d'affect, en tout cas d'envie d'aller découvrir un autre livre au sein de la même collection. Donc il y a quand même un travail autour de, comme je vous disais, Neil, ça vient de Nicole Lattès qui a créé cette maison d'édition, qui est une très grande éditrice française, et en même temps c'est aussi une métaphore évidemment
d'un fleuve et d'un voyage. Et en tant qu'éditrice, je m'amuse beaucoup avec cette métaphore pour communiquer autour de la maison parce qu'elle me semble refléter totalement l'identité à la fois fluctuante du voyage et de la capacité à être assez impertinente et décalée. On a le temps pour une toute petite dernière question. Après, vous pourrez vous entretenir avec les intervenantes. Mais... Alors, je remercie nos 3 intervenantes. Je crois qu'elles ont été très claires et qu'elles vous ont éclairé, j'espère, sur ces métiers du livre. Et puis, je pense qu'on peut les applaudir aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On termine avec une autre conférence dans 5-10 minutes sur la cession de droit. Donc, sujet aussi passionnant. À tout à l'heure.